des acheteurs, télévision, diffuseurs, producteurs, pendant les périodes de festival. On est je dirais pas des gros contributeurs, mais des contributeurs actifs sur à peu près tout l'écosystème typo, que ce soit le core du CMS, que ce soit Fluid, Xbase. On commence bien sûr sur Flow et on est en cours de... J'espère pouvoir un petit peu plus aider la core team de Neos à partir du mois de septembre. On sera certainement au Code Sprint à Stuttgart pour participer un peu à cette dernière ligne droite pour le nouveau CMS. Et pour ceux qui sont intéressés, allez, on appuie bien l'autopromotion. On fait pas mal de formations, de coaching, de check de sécurité sur des projets. Bref, si vous avez besoin de ressources pointues une fois sur une partie d'un projet ou que vous avez besoin d'un regard extérieur sur quelque chose, c'est quelque chose qu'on aime bien faire. Ça correspond bien à la philosophie open source. On aime bien partager, confronter nos manières de faire, nos manières de travailler avec d'autres agences. Et voilà, si vous voulez nous contacter, on est là. Moi, la plupart d'entre vous me connaissent. Je m'appelle Dominique Feyer, donc je suis cofondateur de Titri. Je suis une des petites mains qui a perdu quelques nuits de sommeil durant la sortie de la 4.6 pour intégrer le support de Xleaf. Je suis l'administrateur du serveur de traduction et je suis théoriquement en charge des équipes de traduction, donc globalement, en plus de l'équipe de traduction francophone. Je manque pas mal de temps là-dessus. J'espère que ça va s'arranger dans les prochains mois. En fait, j'espère depuis longtemps. Et puis, il faut vraiment que je fasse quelque chose pour que ça s'arrange et que j'ai un peu plus de temps à investir pour cette partie-là. Sinon, après, ben voilà, je suis père de famille, je suis un mec hyper flippé, je suis passionné, amour, enthousiaste. Bref, j'adore mon boulot, j'adore le boulot bien fait. Peut-être des fois un peu trop, mais si un jour j'arrête d'aimer le boulot bien fait, je changerai de job. Donc, on va parler un peu du projet. Comment est-ce que je vais structurer cette présentation? Je commence par un petit historique du projet. C'est un projet qui a commencé il y a relativement longtemps, puis c'est assez intéressant d'avoir le cheminement qu'on a suivi pour au final finir sur Flow. Et après, je fais un petit... Donc je ne peux pas être exhaustif, l'application est quand même relativement importante. On est à 22 000 lignes de code maintenant. Donc je ne peux pas faire des détails sur toutes les fonctionnalités qui existent. Il y a énormément de fonctionnalités qui sont en back-office et qui sont relativement difficiles à présenter et assez techniques. Mais je vais faire quelques highlights sur des fonctionnalités de Flow qui, pour nous ont fait gagner des jours, voire pour certaines des semaines de boulot sur ce projet. Si on a le temps et si vous êtes intéressé, je peux faire une démo de l'appli en live en espérant que tout fonctionne bien sur mon environnement de dev ici. Si on n'a pas le temps de le faire et que vous êtes quand même intéressé de voir ça un peu plus tard, moi je suis encore là jusqu'à demain midi. On peut trouver un moment pour vous montrer un peu plus en détail comment le projet a été réalisé. Donc c'est notre premier projet Flow. C'est notre premier vrai projet. Avant, on a bien essayé de faire un blog ou quelques projets qui sont partis à la poubelle en cours. Ça a été fait sur une période de développement relativement courte, avec une quantité de ressources à allouer au projet assez limitée. On a commencé le projet en tout début septembre, réellement sur Flow. Et on avait planifié une période de bêta privée avec 3 clients réels en début novembre. Donc l'idée, c'était d'avoir une application pas complète, mais un prototype fonctionnel en début novembre, histoire de pouvoir aller assez rapidement face à nos clients, et puis de pouvoir faire remonter le plus rapidement possible des problématiques que nous, en tant que développeurs, on n'avait peut-être pas pris en compte, et d'améliorer l'application avant le lancement du produit qui s'est fait en avril 2013. C'est une pratique qu'on fait de plus en plus, on essaye d'appliquer un peu le principe du lean development. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que c'est une des branches de l'agilité qui, pour faire un résumé un peu vraiment minimaliste, essaye d'être aussi léger possible dans la manière de gérer un projet, d'avoir le moins d'outils, d'avoir le moins de spécifications extrêmement détaillées, de partir sur des histoires utilisateurs relativement petites et précises, et d'aller vite face au client pour avoir un feedback et améliorer la fonctionnalité qui a été implémentée. Et le petit terme qui est en bandeau, Minimal Viable Product, c'est un des mottos du Lean Development. Surtout, quand on bosse pour un client, ça va, on est contraint par le planning, on est contraint par le temps qui est alloué au projet, donc on ne va pas faire n'importe quoi.
Souvent, on sait qu'on doit faire le launch, on sait où on doit aller. Quand vous développez un produit pour vous, que ce soit pour un usage interne de votre compagnie ou typiquement dans ce cas-là, pour un produit qui va être proposé sous forme d'abonnement en SaaS, on a un peu tendance à jamais vraiment être fini, être content du résultat, toujours avoir envie de faire une fonctionnalité de plus parce que c'est cool, parce que ça semblerait mieux si on change ça. Mais il y a un moment où il faut se dire que le produit il est vendable et puis que les nouvelles fonctionnalités ou les arrangements, ça peut arriver dans un deuxième temps. Et c'est un truc qu'on essaie d'avoir constamment en tête, même si j'ai pas réussi tout le temps. Mais on essaie de s'améliorer sur ce point-là et je pense que c'est quelque chose d'intéressant pour tout développeur de réussir à être content de son travail à un moment et dire ok ça on peut le présenter et ça on peut peut-être même le mettre en ligne maintenant. Et le reste on pourra le faire tranquillement après. Sous quelle forme et de toujours prendre que pour nous une demande qui est ouverte sur notre gestionnaire de projet, si la demande est finie, ça veut dire que le code doit être livrable. C'est-à-dire qu'il doit être présentable au client, il doit être fonctionnel. Si à la fin d'une demande le code il n'est pas fini, c'est que la demande elle a été mal exprimée ou qu'elle aurait dû être faite autrement. Un cours historique du projet, c'est qu'un projet pour nous de longue haleine. Il y a plus de 2 ans qu'on est dessus. C'est un projet qu'on a initié avec un partenaire français basé à Paris qui, eux, sont fournisseurs de contenu, qui en fait vendent à la base des DVD pour les bibliothèques publiques. C'est des DVD que vous pouvez aller emprunter 2 ou 3 DVD par semaine ou 5 selon les bibliothèques. Et c'est eux qui dealent les droits en fait, de ces DVD pour les bibliothèques. Ils ont commencé il y a à peu près 2 ans à encoder, à numériser leur fonds de DVD pour se dire un jour les bibliothèques elles vont bien finir par fournir des petits portails de VOD au lieu de prêter les DVD. C'est plus simple, c'est un peu plus moderne et puis on va bien un jour se débarrasser des DVD. Donc ils ont commencé ça, ils ont fini avec plus de 3500 titres dans leur catalogue, et puis à chaque fois qu'ils arrivaient face à une bibliothèque, ils leur disaient ok, on fait quoi? On fout vos fichiers sur une clé USB, et puis on les donne aux gens. Ils se dit ouais, merde, on va quand même avoir quelques problèmes, les gens ne savent pas comment est-ce qu'on peut diffuser de la vidéo, comment est-ce qu'on peut sécuriser les accès à un système de vidéo, et surtout pour une petite bibliothèque qui a la capacité budgétaire d'acheter quelques milliers de films par année, ou quelques centaines de films par année, elle n'a pas le budget de mettre en place une plateforme de vidéo à la demande. Ça demande une infrastructure technique, plus une expertise qui n'est pas la leur, donc ils devraient gérer un projet, un appel d'offres public ou quelque chose comme ça. Et c'est un budget qui est assez colossal si on fait le développement pour chaque bibliothèque. Donc l'idée du projet, c'était, ok, on veut faire quoi? On veut juste mater des films. On dit cool, c'est assez simple comme application en fait à la base. Et on veut pouvoir proposer ce projet sous forme de SaaS, donc sous forme d'abonnement, et d'héberger toutes les bibliothèques sur la même instance. Ça fait qu'une bibliothèque qui a 200 abonnés ou une qui a 10 000 abonnés, elle va pouvoir profiter du fait que l'infrastructure est là et pouvoir partager les coûts. Donc au vu de cette magnifique première histoire utilisateur, on s'est dit c'est le moment de compliquer un tout petit peu le truc. On va foutre Flow dans l'histoire parce que c'est une bonne idée de l'utiliser maintenant et puis qu'on avait envie de l'utiliser. On a fait un prototype du projet il y a 1 année et demie en arrière avec un Symfony où on s'est un peu... C'était le tout début de la 2. On a fini le front quasiment, on a attaqué le back en deuxième, ce qui était, je pense, la plus grosse erreur que j'ai jamais fait sur un projet. Et on s'est retrouvé avec l'impossibilité de réaliser une grosse partie des formulaires qu'on voulait faire, qui sont relativement complexes, qui mélangent énormément d'objets, où il y a de la validation récursive, où il y a des trucs assez tordus. Et la stabilité de Symfony 2.0 sur cette partie-là n'était pas terrible. C'était horrible en 1.4, puis c'était encore pas terrible. Ça s'est vachement amélioré maintenant jusqu'à la 2.3. Mais à ce moment-là, c'était un peu un échec pour nous. Et vu qu'on est très écosystème typo, on s'est dit, allez, on donne une chance à Flow et puis on voit comment ça marche. Voilà mon domaine réel qui se transforme un tout petit peu de manière un peu plus compliquée. Pour ceux qui étaient à l'atelier XBase hier, j'ai fait un petit speech sur le domain driven design, qui est la philosophie de développement qui a motivé le développement de Flow. J'en ai un peu parlé sur comment est-ce que Flow peut commencer à vous éduquer, entre guillemets, à utiliser le domain driven design. Le seul souci du domain driven design dans XBase, c'est que le framework, globalement, donc Typo 3 dans son ensemble, ne vous fournisse pas les outils nécessaires pour réellement faire du domain driven design. Si on veut faire du DDD,
on devrait se concentrer que sur ça. C'est-à-dire que les logs, la sécurité, les comptes utilisateurs, le firewall applicatif, c'est pas le domaine de votre client. C'est pas le but de votre projet. Le but de votre projet, de notre projet dans ce cas-là, c'est des films, des vidéos, des recommandations. C'est le contenu, c'est ce qui a de la valeur pour votre client. Pour mon client, qui a avoir un log, quand on sauve un film, ça n'a aucune valeur, il s'en fout complètement. Typiquement pour moi, en début de période de bêta privée avec mes clients, j'ai pas besoin de ces fonctionnalités, ils ne les voient pas. Comme je disais avant, l'application elle est multidomaine. Le fait qu'elle soit multidomaine, c'est pas le domaine du client. Donc on a commencé à développer l'application sans aucun support du multidomaine. On a commencé la période de bêta, au lieu d'avoir tous les clients sur la même instance, ils avaient une instance chacun, parce que le produit ne pouvait pas supporter le multidomaine. On n'avait pas du tout implémenté la sécurité. Ça a été fait dans un deuxième temps. Ça peut paraître un peu bizarre comme manière de faire, mais Flow a toute la boîte à outils qu'il faut pour faire ce genre de choses. Si vous devez le faire sur une grosse extension XBase ou sur une grosse extension Pybase où vous écrivez à la main vos instrus SQL, réimplémenter de la sécurité d'accès sur des objets sur la fin du projet, je pense que c'est plus ou moins du suicide assisté ou pas assisté, mais votre équipe de dev va certainement avoir des cheveux gris avant la fin du projet. Donc les fonctionnalités clés de l'interface, c'est justement cette application SaaS en multidomaine. On doit être certain que les données d'un client n'apparaissent pas de l'autre côté. On gère tout ce qui est politique d'accès au flux vidéo. Donc on doit communiquer avec une ferme de serveurs de streaming pour définir des limitations géographiques, des DRM pour certains fichiers, des limitations de temps, beaucoup de limites, beaucoup de contraintes qui peuvent être appliquées sur la disponibilité ou non d'un film. Typiquement, on a eu un cas sur ce point-là qui m'a bien pris la tête. Une bibliothèque peut acquérir un film. Donc elle paye une licence pour avoir droit de streamer ce film pendant une période de 4-5 ans. Ce film appartient à Canal+ ou à TF1. Et ces producteurs ont inventé un système qui s'appelle les fenêtres d'exploitation. Eux aussi ont une plateforme de VOD. Donc si pendant cette période de 5 ans, ils décident que ce film il va repasser sur Canal+ ou à la télé, ils imposent à tous les gens qui ont acheté des droits de ne plus le diffuser pendant ces périodes. Donc on a tout un système d'API qui permet de faire remonter ces fenêtres d'exploitation et automatiquement désactiver la disponibilité des films basée sur ces obligations contractuelles que peuvent avoir les clients. Une console de gestion, d'administration la plus simple possible, c'est du SaaS. Donc moi je vends un service qui n'est pas excessivement cher. J'ai pas le temps de faire un workshop de 2 jours avec les clients pour leur dire alors ce super bouton c'est ça, vous voyez, ce terme super absurde, c'est vraiment ça. Faut que les gens arrivent à se démerder tout seuls. C'est l'une des motivations principales de ne pas du tout avoir fait ce projet sur un CMS comme Typo 3 CMS ou autre chose. J'avais envie d'avoir la main complète sur le back-end pour pouvoir personnaliser exactement ce que je veux. Et le dernier point, lorsque j'ai fait cette conférence à Munich il y a 2 mois en arrière, c'était un point qui n'était pas encore implémenté. J'en ai parlé un tout petit peu pendant la conf, et c'est Christian Müller qui m'a alpagué en sortie de conférence pour me dire tu utilises du TypoScript dans ton appli. Non, j'ai même pas eu l'obscure idée de me dire que ça pouvait être une bonne idée de foutre du TS dans mon appli. Et au final, on a implémenté un système qui permet aux clients de complètement personnaliser l'interface graphique de cette application pour n'importe quelle page. Donc on a une business logic qui est complètement découplée de la partie interface graphique. Et ça, c'est fait en TS. Donc les mains dans le cambouis, ben ça j'en ai déjà un peu parlé, donc Lean Development, TDD, et puis le Validated Learning qui est aussi un peu une sous-branche du Lean Development, qui dit vraiment que si vous développez quelque chose que vous ne présentez pas au client rapidement, vous avez perdu une magnifique occasion d'améliorer ce que vous venez de développer ou de valider que vous avez eu raison.
Donc les premiers contacts avec Flow, ça remonte un peu avant le projet. Donc je suivais le développement. C'était plutôt lire les commit messages une fois par semaine pour voir un tout petit peu ce qui se passait. Et puis un peu plonger dans le code. C'est un truc que j'aime bien faire et que je conseille à chaque fois que je fais une formation. Si vous utilisez un outil en tant que développeur et que vous n'avez pas un jour juste lu le code, pas besoin de le comprendre en complet, hein, mais juste avoir la curiosité de se dire c'est quoi derrière la petite boîte noire, derrière cette extension, c'est super important. Vous apprenez plein de choses. On découvre des trucs pas documentés, on découvre des trucs tellement grossiers qu'on va se dire que finalement on n'aurait jamais dû utiliser cette extension. C'est cool, le code c'est peut-être la meilleure documentation pour beaucoup de projets. Après, il y a beaucoup de projets où du code sans commentaire, c'est extrêmement dur de l'utiliser comme documentation parce que c'est difficile de rentrer dans l'appli. Et dans Flow, ils font vraiment très très attention d'avoir un code lisible et d'avoir le moins de commentaires possible. Ça paraît un tout petit peu antagoniste, mais en fait, dans les coding guidelines de Flow, si en lisant une méthode, on ne sait pas exactement ce qu'elle fait, il faut renommer la méthode. Donc votre patch ne sera pas accepté. Si le nom de la méthode n'est pas... On s'en fout qu'il soit long comme ça. On bosse tous avec des IDE, on a de la complétion sous la main, c'est pas un problème d'avoir une méthode qui s'appelle va me chercher les films par fournisseur et par catégorie. Mais par contre, c'est vachement cool quand vous lisez votre code et que vous avez l'impression de lire un bouquin. Et c'est un truc qui peut être applicable dans d'autres cas, mais dans Flow, ils font super attention, à maintenir cette cohérence dans l'ensemble du code. La structuration du code aussi, qu'on peut un tout petit peu voir dans Xbase, avec les classes, les contrôleurs, les services, qui ont des dossiers particuliers, qui ont des nomenclatures, toutes ces conventions-là, sont vraiment super propres, super clean. Tous les packages utilisent exactement la même chose. Donc si tout d'un coup vous avez un bout de logique qui pète, c'est de la validation, vous savez déjà à peu près où aller les chercher. Vous n'avez pas besoin de vous ouvrir un super function main qui fait 3700 caractères et puis de vous dire mais où c'est putain qui valide mon email quoi. Le validateur d'email il sera dans un dossier qui s'appelle validation validator. Point. Ça aide pas mal à rentrer dedans. Le deuxième point, c'est un peu ce qui m'a un peu fait peur au début, c'est qu'il y a énormément, c'est faux, il y a beaucoup de nouveaux concepts. Il y a de l'AOP, le dependency injection qu'on a un peu l'habitude, il y a les configurations qui se font en YAML, il y a le content security, il y a TypoScript, il y a heal si vous voulez utiliser heal. Bref, ça fait waouh, ça fait quand même beaucoup de choses à regarder, à comprendre. Au final, c'est pas du tout un problème parce qu'au début, vous allez utiliser aucun bout de TypoScript, vous allez utiliser aucun bout d'AOP, vous allez utiliser aucun bout de heal, vous allez juste utiliser vos contrôleurs, vos vues fluides et puis vos domain objects. Donc si vous faites du Xbase, vous faites du Flow. Le code n'est pas exactement la même chose, mais la philosophie est exactement la même. Vous savez faire une extension Xbase, vous savez faire un package Flow. Vous savez faire un package Flow, vous savez faire un plugin Neos. Sans utiliser toutes les goodies et les nouvelles fonctionnalités qui sont disponibles. Ça, vous pouvez les apprendre petit à petit. Moi, je l'ai commencé à découvrir certains trucs, typiquement la OP, qui était complètement abstrait pour moi et complètement étranger, vu que c'est un des premiers frameworks PHP à supporter de l'AOP. Je reviendrai dessus après sur ce que c'est l'AOP. Et c'est un truc que j'ai découvert en commençant à faire du refactoring. Au début, j'arrivais même pas à lui trouver une utilité, vu que c'est un concept que j'ai jamais utilisé. Et au final, aujourd'hui, chaque fois que je fais de l'XB, je me dis putain, pourquoi est-ce qu'on n'a pas de l'AOP? Ce serait tellement cool. Donc c'est des choses que vous pouvez apprendre petit à petit, il n'y a pas besoin de tout comprendre. Et comme je dis, si vous faites du Xbase, vous faites du Flow, et puis n'hésitez pas à essayer, quoi. Donc la courbe d'apprentissage est... Typo a une courbe d'apprentissage qui ressemble à un espèce de dos d'âne. C'est un mur dans votre gueule, 2 mois, vous commencez un tout petit peu à comprendre ce qui se passe et ça continue à monter après de manière relativement agréable. Moi je me retrouve à peu près 10 ans après, j'ai toujours une pente montante et je découvre encore des choses. C'est assez cool, mais le début est franchement chiant. Le début est super dur. Vous avez tous essayé d'avoir un dev junior qui a jamais fait de typo et lui faire bouffer de l'intégration, du TS, du dev et compagnie. Putain, il est quand même courageux le mec qui reste. Il a envie de le faire et c'est quand même dur de mettre les gens un pied à l'étrier.
Flow, c'est beaucoup plus léger. La courbe d'apprentissage est vraiment hyper progressive. Et on atteint assez rapidement un plafond. On se dit, ben voilà, j'ai une bonne vision de la techno, je sais quoi utiliser à quel moment. Et ça rend ça rend le développement vachement plus efficace dès le début du projet. Et la communauté, ben, vous avez vu Christian de Muller qui a fait les conférences en début de semaine, qui est le responsable un peu, le lien entre la communauté et la core team, qui a une tendance quasiment maladive de vivre sur le canal IRC et qui m'a filé des coups de main qui sont juste mais colossaux. Ce mec a passé des heures avec moi sur des trucs hyper tordus, avec des backtraces PHP complètement absurdes, pour au final mettre le doigt sur des bugs vraiment super pointus. La communauté, elle est là, ils sont hyper friands d'avoir des gens qui commencent à démarrer des projets dessus parce qu'ils ont besoin de retour, parce qu'on fait remonter des bugs qu'ils ne voient pas. Et ils sont vraiment preneurs. On a fait quelques propositions, de dire voilà, ça c'est con comme ça fonctionne. On est incapable de patcher ça pour l'instant parce qu'on n'a pas encore assez d'expérience sur le framework. Et c'est des choses qui ont bougé assez rapidement avec des mecs comme Bastien Weilich, Renz Admiral, qui sont vraiment super accueillants et toujours présents. En plus, la documentation est relativement bonne, donc le support communautaire plus la doc, l'arrivée dans Flow, je trouve vraiment, ouais, c'était très agréable. Donc ça, c'était notre modèle de développement. On fabrique, on livre, on mesure, on apprend pour éviter de faire les mêmes conneries et on recommence. Et dans les principes du Lean Development, cette boucle, ça doit être votre objectif constant. C'était notre objectif constant. Et durant le projet, il faut essayer de diminuer au maximum la durée de cette boucle. Plus vous développez des petits modules fonctionnels qui sont livrables et qui sont validables rapidement, plus vous êtes capable d'apprendre du projet en cours et de faire mieux sur la prochaine boucle. De mieux connaître vos clients, d'avoir une meilleure application. Résultat, vous avez un projet qui monte en puissance en termes de lignes de code, mais aussi en termes de qualité. Et vous avez des clients qui montent aussi en puissance en termes de satisfaction. Ils sont super impliqués, ils voient les choses arriver, il y a des possibilités de changer un tout petit peu les directions à tout moment. Bref, nous, on a pris énormément de plaisir à faire ce développement très très proche de nos clients. Et Flow, dans cette boucle, parce que qui dit une boucle aussi rapide, dit que ça veut dire développement, déploiement, appeler que le client il teste, bug fix, redéploiement. Donc on arrive sur 2 fois déploiement en super peu de temps. Super peu de temps, ça peut être 2 heures. J'ai fait des journées à 15 déploiements de l'application. Donc typiquement, si vous faites une extension typo, vous avez une application un peu compliquée, donc elle est composée de 7 ou 8 extensions. Vous allez dans votre extension manager, vous les sortez, vous les repoussez de l'autre côté, ou vous synchronisez avec Git, ou vous utilisez FTP. Bref, vous avez plein de solutions possibles et imaginables, mais peu de solutions pour automatiser ça. Flow directement le supporte donc pas la boucle. C'est pas son boulot de supporter cette boucle. Flow, c'est juste un framework. Mais si on rajoute dedans Fluid, qui offre quand même une flexibilité énorme sur tout ce qui est fixe au niveau de la ligne graphique, et le troisième module qui a un nom un petit peu rigolo qui s'appelle Typo3Surf, je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous connaissent. Non. Donc c'est intéressant d'en parler parce que ça commence aussi à être utilisable avec Typo3CMS. C'est un outil de déploiement automatique. Vous pouvez écrire des espèces de recettes de déploiement, dire voilà, mon application, elle a une instance de prod qui est sur ce serveur, tu peux utiliser SCP pour déployer. Là, une instance de staging tu peux utiliser AirSync pour déployer, ou une autre instance, et après vous avez une ligne de commande. Elle m'a dit go. Tu pousses ça en prod. C'est con parce que SCP fait presque la même chose. Mais Flow Surf a quelques fonctionnalités super intéressantes. Dans le genre, il va pousser vos fichiers. Pas sur la production, il va faire un dossier qui a le timestamp de la journée, un long numéro. Il va pousser tous ces fichiers dedans. Une fois que tous les fichiers sont présents, il va tourner tout ce qui est migration de la base de données. Les nouveaux champs que vous avez rajoutés, les nouvelles contraintes. Si à n'importe quel moment pendant ce processus, il y a quelque chose qui foire, c'est chouette les migrations de base de données quand ça foire. Souvent, ça veut dire que le site de prod, il est dead.
Parce qu'il y a bien un moment où on doit faire la migration sur la plateforme de prod. Surf a des fonctionnalités de retour en arrière automatique qui va détecter à quel moment le fichier de migration a pété et il va le rejouer à l'envers pour revenir à l'état de la version de production quelques minutes avant. Donc au pire, vous avez une grosse exception sur votre page d'accueil pendant à peu près 30 secondes et ça switch correctement sur l'appli d'avant. C'est même possible de déployer, disons, on déploie la version 1.1 de l'application. Le client appelle pour dire vous êtes vraiment des tâches, vous avez strictement rien compris sur le module de back-end que je voulais. Ok, mais en fait, Typo3Surf, s'il te plaît, tu vas me remettre la version 1.0 et puis moi je vais foutre une branlée à mes devs qui n'ont pas compris ce qu'il fallait faire. Et puis on recommence. Donc ça rend super agréable de pouvoir un peu industrialiser le process de déploiement. Ça ressemble à des outils qui existent qui s'appellent Capistrano pour la communauté, je crois que c'est du Ruby, Capistrano ça fait rare. L'idée était de développer un package spécifique pour Flow parce que le package a vraiment un accès au framework de manière à relativement bas niveau. On ne voulait pas un outil séparé, on ne voulait pas avoir besoin d'écrire des règles en Ruby alors que tu es en train de développer en PHP. C'est bon, on a déjà suffisamment de boulot sur notre langage sans avoir un autre langage juste pour gérer le déploiement. Bref, c'est un bon outil. Il y a des gens qui sont en train de bosser sur des modules pour CMS. Donc on va pouvoir déployer des extensions comme ça, déployer des templates, synchroniser des files admin ou des choses dans le genre. Donc regardez un tout petit peu, il y a pas mal d'actualités là autour. Tout est basé, je sais que pas mal de monde utilise SVN. Si vous faites du flow, il va falloir que vous bougez obligatoirement sur Git, au moins pour tous les packages publics. Vos packages à vous, vous pouvez un petit peu bricoler pour utiliser SVN, mais je vous conseille fortement d'avoir tout sur Git. Et Surf s'intègre relativement bien avec des serveurs d'intégration continue. Typiquement, une release ne part pas en prod depuis le poste du dev. Le poste du dev commit sur Git, on a un serveur Jenkins qui va récupérer les derniers commits de Git, faire tourner tous les tests, et une fois que tous les tests sont finis, il utilise Surf pour réellement mettre l'application en production. Comme ça, nous, on a une tendance, une fois qu'on lance un déploiement, le déploiement de l'application peut être assez long, ça peut prendre 20-25 minutes. Maintenant, on peut aller boire un café, fumer une clope, prendre une pause bouffe, on sait qu'en revenant, théoriquement, on n'a rien pété. Ça arrive quand même de temps en temps de péter des trucs, mais disons que ça élimine vachement les erreurs de manip manuelle qu'on peut faire quand on déploie à la main. Ah, flûte, j'ai oublié la template qui était au fin fond de file admin pour telle et telle extension ou d'autres gags dans ce genre. Au niveau de l'assurance qualité, je suis pas extrêmement efficace à écrire des tests fonctionnels pour l'instant. C'est un truc où il faut que je travaille sur moi-même pour en faire beaucoup plus. Mais on a quand même une petite batterie de tests fonctionnels et de tests unitaires et énormément de tests d'acceptance écrits avec Behat. Pour ceux qui étaient là l'année passée, j'avais fait une petite conf sur Behat. Je vais remontrer un peu comment ça fonctionne en fin de conférence. C'est super. Les tests d'acceptance, ça vous permet en fait d'automatiser. Je pense que comment vous testez votre application avant de faire un go live? Alors ça, c'est une solution. C'est plus économe en temps. Mais vous avez tous déjà pris votre navigateur et puis vous loguer dans l'application, aller appuyer sur OK, voir si on pouvait créer un enregistrement ou des choses dans le genre. Ça vous arrive tous plusieurs fois par jour. Voire passer plus de temps à faire ça qu'à coder. Moi aussi, et disons que c'est peut-être la partie que je déteste le plus dans mon boulot. Vu que je développe, je connais plus ou moins les bugs, où je sais où ça a tendance à arriver, donc en plus j'ai une tendance à avoir une certaine timidité à appuyer sur certains boutons, où je sais que j'ai probablement un truc qui va me péter la gueule. C'est quelque chose de presque naturel, que vous allez éviter les trucs qui pètent, et c'est le client qui les détecte. Le client qui les détecte, c'est un client pas content, c'est un dev qui reçoit un mail pourri, et c'est un dev qui a la pression pour fixer le truc super vite. Si vous détectez le problème vous-même, vous n'êtes pas en live, vous avez le temps de le fixer, vous pouvez repousser la release dans 2 jours, ouais, c'est vachement plus confortable. Behat permet en fait de scripter votre navigateur. Vous pouvez écrire une recette en français pour lui dire je vais sur la page de login, je me log avec mon utilisateur Dominique Feyer et mon mot de passe démo, je vais sur le module de gestion de film, et si j'appuie sur enregistrer, je dois voir mec, t'as oublié de mettre le titre ou ça s'est sauvé correctement. Et ça s'écrit comme ça. Ça s'écrit en français. Ou en anglais si vous voulez les écrire en anglais. C'est des tests que vous pouvez faire lire au client. Contrairement à un test
PHP Unit, vous voulez valider avec un client si un test PHP Unit est juste, ça va être un joli moment. C'est impossible pour un client de valider un test fonctionnel écrit en PHP ou un test unitaire. C'est pas son boulot. Alors qu'un test d'acceptance, c'est juste l'équivalent en agilité des user stories. Vous avez une fonctionnalité, différents scénarios, et les scénarios sont écrits dans la langue de votre client. Vous pouvez faire signer les tests à votre client, ça peut faire partie du contrat. Donc c'est un moyen de plus faire cette partie test à la main, ou beaucoup moins, et un bon moyen de communiquer comment l'application doit fonctionner avec le client. La période de bêta, j'en ai déjà un tout petit peu parlé, donc c'était vraiment une période où on voulait un peu nous stresser et stresser, challenger nos clients sur des idées, des propositions qu'on avait sur certaines fonctionnalités. Ça a été extrêmement riche comme période et je pense que l'application a gagné en maturité et en qualité et répondait largement mieux à ce qu'attendaient nos clients en fin de période de bêta. La bêta a duré 2 semaines, c'était 2 gros sprints de 2 semaines avec trois vrais clients qui avaient chez eux des vrais utilisateurs. Nos clients directement, c'est les utilisateurs du back-office, mais ce n'est pas les utilisateurs du front. Ce n'est pas eux qui vont mater des films. Donc à quelque part, je prends leurs remarques concernant l'expérience utilisateur du front de l'application avec des pincettes. Ouais, mais le générique, j'aimerais le voir plutôt là, puis je comprends pas pourquoi le bouton play il est ici, ou c'est pas à eux de faire remonter ça, c'est à leurs utilisateurs à eux. Donc on a fait gaffe pendant cette période que chaque client ait un pool de 5 vrais utilisateurs qui étaient des profs, des abonnés de la bibliothèque, et c'est eux qui s'occupaient de nous faire remonter ce qu'ils trouvaient un peu bizarre dans la partie front. Et nous, de notre côté, c'était vraiment la période de boucle de feedback ultra rapide où on a implémenté des petits fixes, des petites corrections, des nouvelles fonctionnalités. Et c'est aussi là où on a pris un peu des grosses claques sur... nous, on a essayé d'être assez simple dans le produit en début de bêta, et c'est là où on s'est pris 2-3 grosses claques de clients qui nous font « Ah, mais cette fonctionnalité, de toute façon, c'est beaucoup trop simple, nous, il nous faudrait ça, 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 ça. » Et puis c'est là où on commence à flipper, à se dire « Mais j'aurais jamais le temps de développer ça. » Et je reviens après sur 2 de ces fonctionnalités et comment Flow a vachement bien répondu à ces demandes d'évolution. Donc voilà, la partie un peu plus... Je ne vais pas essayer d'être trop technique, mais j'ai quand même quelques exemples de code pour montrer la quantité de code qu'il faut écrire pour faire des trucs qui semblent un peu compliqués. Donc l'application, elle est multidomaine. On a 2 types de domaine object dans cette application. C'est des objets qui sont privés et des objets qui sont partagés, donc que tous les clients ont accès. Un objet partagé typique, c'est les personnes qu'on retrouve dans le générique des films. Je n'ai pas envie que mes 150 clients saisissent tous Kevin Costner ou un autre acteur. Je peux fédérer ces contenus entre mes domaines. Par contre, si le client saisit un film, j'aimerais bien qu'il évite de s'afficher sur la plateforme d'à côté, sinon je pense que je vais avoir les oreilles qui sifflent. Donc comment est-ce qu'on peut faire ça? Ça a été un peu le gros flip au début, de se dire ouais, ça va être super compliqué, se dire qu'à chaque fois qu'on va aller faire une query une requête sur la DB, il va falloir vérifier si c'est un objet privé et quelles contraintes on doit lui appliquer. Pour quel domaine est-ce qu'il va devoir s'afficher. Et si j'ai un jour un stagiaire, un dev, un externe ou n'importe quoi qui me rajoute une méthode dans mes repositories et qu'oublie d'appliquer ces contraintes, je vais avoir à un moment ou à un autre le film du client A qui s'affiche sur la plateforme du client B. C'est juste pour ce projet-là totalement inacceptable. C'est la faillite du projet si j'arrive à un bug pareil. C'est une perte de confiance super énorme. Donc c'est là où on a commencé un peu à aller plus loin dans 2 fonctionnalités clés de typo qui sont l'AOP et le Content Security. L'AOP, c'est l'acronyme pour Aspect Oriented Programming. C'est la capacité, ça vient de Java à la base, ça existe dans d'autres langages, mais c'est plutôt existant dans des langages compilés. Et c'est assez compliqué à intégrer dans des langages interprétés comme PHP. Parce que ça demande une logique relativement lourde. L'idée, c'est d'annoter une classe ou d'annoter une méthode, avec une annotation quelconque, ou pour modifier son fonctionnement à la volée.
Quand je dis modifier son fonctionnement à la volée, ça peut être remplacer une méthode. Ça peut être ajouter une méthode dans un objet. Ça peut être lui ajouter une interface. Ça peut être, typiquement en PHP, on ne peut pas faire d'héritage multiple. Un chat ne peut que hériter d'animal. Il ne peut pas hériter de chat sauvage, d'animal et d'animal à poil. En AOP, vous pouvez faire ce genre de choses. Vous pouvez avoir un objet qui est composé de 3 ou 4 autres objets. Ça permet de faire des choses relativement extrêmement tordues, mais ça permet aussi un truc qui est extrêmement intéressant sur de la grosse application ou sur du travail d'agence, ça permet de découpler. Et ça permet de faire du domain-driven design. Je parlais avant que typiquement la journalisation, c'est pas votre domaine. C'est-à-dire qu'il ne devrait jamais y avoir dans aucun de vos contrôleurs, dans aucun de vos domaines, une méthode qui fait un dislog, tu viens d'appeler cette méthode. Ça ne doit pas être là-dedans. Parce que ce n'est pas le métier de votre client. L'AOP va permettre d'injecter du log en disant « Ok, mon client, il veut absolument, pour des questions d'historique, savoir quand et qui efface n'importe quel enregistrement sur son application. » Il dit « Ok, c'est super facile, je récupère toutes mes delete actions de mon application, j'en ai une liste longue comme ça, et je mets une super méthode, 10, log, le mec qui vient d'effacer l'objet. » C'est super, mais il va falloir l'oublier sur les futurs contrôleurs qui vont arriver dans l'appli. En AOP, on va pouvoir dire à Flow, s'il te plaît, tu me prends tous les contrôleurs, toutes les méthodes qui commencent par delete action, et tu m'exécutes ça avant d'appeler la delete action. Ce qui permet d'avoir une petite classe grosse comme ça, bien rangée dans votre application, dans votre package sécurité, et vous êtes certain que tous vos contrôleurs, à chaque fois qu'ils effacent un fichier ou un record, vont exécuter cette couche de journalisation. Et le content security, là c'est beaucoup moins abstrait. C'est un système qui va permettre de modifier à la volée les requêtes que vous faites vers votre DB. Et quand Robert m'a parlé de ça, j'étais là, ok, puis ça marche comment? Pour ceux qui étaient au workshop XBS hier, ça c'est une méthode qui me permet de récupérer des objets depuis mon repository. C'est typiquement quelque part au fin fond de mon repository film. Et cette méthode, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle va me récupérer tous les films qui viennent d'un certain fournisseur et qui ont un certain identifiant. Mais par contre, j'ai des cas possibles d'avoir plusieurs clients qui ont un film du même provider avec le même identifiant. Donc là-dessus, typiquement sur XBase, j'aurais rajouté un query equals domain égale current domain. Si j'oublie ça, je suis mort. Dans Flow, ça c'est mon code de production. Il existe un fichier qui s'appelle policy.yaml qui permet de définir la sécurité que vous voulez appliquer sur toutes les entités qui sont dans votre projet. Donc typiquement, là, on a sur la première ligne une ligne qui précise que c'est la configuration pour notre modèle movie. Et après, on a toutes les configurations de sécurité qu'on veut voir appliquer là-dessus. Si vous n'avez aucune configuration de sécurité appliquée sur une entité, toutes les entités s'affichent sur votre site. Dès que vous rajoutez de la configuration, toutes les entités qui correspondent à cette configuration sont automatiquement cachées. Et elles sont impossibles à récupérer depuis les repositories. Donc on l'a utilisé pour deux trucs. Le premier, c'est Private Object, où on récupère, je ne vais pas aller sur les détails de ce que c'est Courant, mais Courant permet d'accéder au security context de Flow, et nous, c'est dans cette classe de security context qu'on stocke le domaine actuel, qui est stocké à un moment super tôt dans la requête, au moment où on a accès au domaine du site, à l'URL de la page qui va être affichée. Et on dit juste à Flow, s'il te plaît, 10, ça correspond à l'entité que vous êtes en train de manipuler, à l'enregistrement que vous avez dans votre DB. Flow, s'il te plaît, si le propriétaire de cet objet n'est pas équivalent au domaine actuel de l'application, tu me les planques. C'est fini. Vous avez une application de multidomaine pour les films. Après, vous rajoutez cette ligne de configuration pour tous les autres objets que vous voulez voir en privé. Vous n'avez aucune
méthode à aller modifier dans vos repositories. N'importe où, ce sera appliqué. C'est franchement le bonheur. En dessous, c'est un truc que je vais revenir un petit peu après, c'est exactement la même chose, mais pour les films qui sont cachés. On avait prévu au début du projet une petite case à cocher pour dire ce film il est caché, je ne veux pas le voir apparaître sur la partie publique du site. On l'a dit à Flo, s'il te plaît, si le publication status du film égale à 1, t'affiches pas. Et après on a les autorisations. Comme je le disais avant, dès qu'on a une configuration dans le canton de security, Flow va automatiquement interdire complètement l'accès à ces objets. Donc ici on va prendre les rôles qui correspondent au groupe, au user group de typo, et on va dire quel rôle a accès à quoi. Ici, les rôles sont hiérarchiques, donc dans notre application, on a le Basic Manager qui est le rôle de base pour tous les administrateurs de la plateforme. Content Manager hérite de Basic Manager, User Manager la même chose, et le Manager hérite de tous les autres managers, il a les droits complets. Et on retrouve dans notre Basic Manager Hidden Movies, Grant. À ce moment-là, si une personne est connectée en tant qu'administrateur sur mon application, il peut voir les films cachés. J'ai toujours modifié aucune requête SQL nulle part. J'ai aucune horrible truc dans le genre this enable fields ou autre truc que vous devez surtout pas oublier dans du typo. Dans toute ma configuration, ça c'est toute la configuration de sécurité de l'appli. Il n'y a pas 200 000 lignes de YAML en dessous, c'est tout. Et comme vous le voyez, on voit juste avant, la première ligne c'est private object. Dans ma conf, j'ai jamais private object. Parce que je veux jamais que quelqu'un d'authentifié sur mon application puisse voir les films de l'application d'à côté. Mais ça me permettrait par exemple, si demain je me dis il me faut des web services pour nous pour faire de la gestion, pour pouvoir avoir des statistiques sur le nombre de films, etc. Et là, dans ce cas-là, j'aimerais bien pouvoir faire des statistiques sur l'ensemble de mes films. Je vais rajouter un rôle qui va s'appeler Super Manager Hidden Object Grant. Si je suis logué avec un utilisateur de ce groupe-là, j'ai accès, quel que soit mon domaine, à l'ensemble des données qui sont dans la base de données. Et là aussi, vous avez écrit 0% de code. Vous n'avez pas besoin de tester. C'est extrêmement bien. C'est une partie Flow, une suite de tests unitaires de presque de 5000 tests, plus des tests fonctionnels. Donc toute cette partie-là est extrêmement bien testée. Et c'est nous qui avons essuyé les plâtres des 2 derniers bugs grossiers de ce truc-là en début de projet. Ça marche super bien. Donc c'est vraiment quelque chose où le client, s'il m'appelle demain et qu'il me fait « Ah mais non, tu comprends, moi j'aimerais que les user managers ils aient aussi accès à ces objets, mais pas ça, puis truc, puis je veux 2 rôles de plus. » Bon, je viens là-dedans, je crée mes utilisateurs, je crée mes groupes, et c'est fini, je peux livrer. J'ai fait aucun commit sur mon code, mais j'ai changé le fonctionnement de sécurité de mon application. On devait faire de la gestion on appelait ça des jetons d'accès, play token dans notre petit jargon anglophone. C'est le système qui permet à n'importe qui authentifié qui veut consulter un film, vu que les films ne doivent pas être disponibles pour tout le monde, il reçoit un petit jeton via l'interface web, ce jeton est transmis au serveur de streaming, et les serveurs de streaming discutent avec Flow pour dire « Hey, j'ai reçu ce jeton de cet utilisateur pour ce film, je fais quoi? Est-ce que je leur dirige sur un autre film? Est-ce que je lui interdis? Est-ce que j'ai une fenêtre d'exploitation qui est insérée? Est-ce que le film n'est pas disponible pour une question X ou Y? » Et toute cette logique entre Flow et Wooza, qui est notre serveur notre application de streaming, qui est un excellent serveur de streaming, dont le seul défaut est d'être développé en Java. On a développé quelques modules spécifiques dans Wooza, donc on a un peu de logique en Java, et on discute avec Flow en SHOP. Est-ce que parmi vous, quelqu'un a déjà fait du SHOP? Est-ce que c'était un bon moment dans votre vie? Non. Ok. Et maintenant, Flow, c'est assez un bon moment. J'ai aussi détesté SHOP pendant des années, donc je trouve toujours l'implémentation un petit peu lourdingue, mais si on peut oublier l'implémentation, c'est quelque chose qui marche très bien. C'est fonctionnel et ça répond extrêmement bien
ça permet d'envoyer des données structurées. Pour moi, au niveau utilisation, c'est chiant. Au niveau exploitation, c'est un très bon service. Donc il existe un package pour Flow qui s'appelle Typo3Shop qui a été développé pour un des tout premiers projets majeurs qui a été fait sur Flow. C'était à l'époque de la pré-version 1.0 qui lui implémente tout l'automatisme qu'il va vous falloir pour faire un service shop. Ça, c'est une méthode, oubliez un peu le code qui est à l'intérieur. Ce qui est intéressant, c'est la signature de la méthode. Donc là, ça va me permettre de recevoir un de mes jetons depuis mon serveur de streaming via Shop, et de le recevoir en PHP, d'avoir un objet qui correspond à un domain object dans mon application, et de faire un petit traitement de logique pour savoir est-ce que ce jeton il est valide et qu'est-ce que je peux faire avec. Il n'y a aucune annotation, aucune configuration. C'est exclusivement de la convention. Il suffit de poser ce fichier dans le bon dossier. Et le package Typo3Shop fait ça. Ça, c'est une WSDL qui va pouvoir être parsée avec un truc comme Jax en Java pour construire les classes que vous avez besoin dans votre application Java pour attaquer ce service web. C'est Typo3Shop qui va se débrouiller pour bouffer le XML que l'application Java lui envoie et transformer ça dans des domain objects en PHP. Et vous êtes dans le PHP à 100%. Vous n'avez aucun besoin d'aller mettre à jour votre WSDL, d'aller voir si c'est bel et bien fait, si ça fonctionne correctement. Il transforme même les exceptions. Vous pouvez triguer des exceptions en PHP. Lui, il va les transformer correctement, les encapsuler dans le protocole de Shop. Et dans votre application Java, vous avez une belle exception Java qui sort avec les messages d'erreur qui viennent de votre application PHP. Pour moi, c'était un peu les retrouvailles avec Shop. Et ça s'est très bien passé parce que j'ai pu oublier que j'utilisais Shop. C'est un excellent package. On s'est occupé du port, vu qu'ils ont changé énormément de choses entre Flow 1.0 et le 2.0, on s'est occupé de la migration de ce package pour la 2.0. Il est pour l'instant pas encore officiel, parce qu'on a pété un test unitaire durant cette migration, mais il marche bien, mais il refuse mon patch tant que j'ai pas résolu ce pauvre test unitaire qui veut pas fonctionner. Ça va se faire pendant les prochaines semaines. Au pire, la version à jour du package est dispo sur mon GitHub si vous voulez jouer un petit peu avec. Ça, c'était un des points. La délégation des droits d'administration, c'était un des points pendant la phase de bêta qui m'a le moins fait rire. Vu qu'on s'était concentré sur un produit super simple, on s'est dit, allez, nos clients, ils vont avoir juste un compte administrateur. Ce sera trop cool. Ils auront un compte admin et puis ils pourront gérer leurs utilisateurs, leurs films, leurs streams, leurs contenus, leurs préférences. Puis ça ira très bien. Je pense après, ça devait être 4 heures après le lancement de la bêta. Sur les 3 clients, j'en avais 2 au téléphone qui me disaient « Ah mais écoutez, non, on aimerait avoir des gestionnaires de contenu, des gestionnaires d'utilisateurs, et puis un gestionnaire de trucs. » Et puis... Bref, ils voulaient une gestion de rôle un peu plus compliquée. Ce qui est assez... Je pouvais m'y attendre, mais utopiquement, j'espérais pouvoir passer à côté de cette problématique-là. Implémenter des droits complexes sur un framework qui vous file pas... Sur Typo, sur le CMS, c'est pas un souci. Le mec vous dit, j'ai envie de 10 groupes différents, vous configurez des groupes, et le système est prévu pour supporter ces groupes. Quand vous développez une application complètement from scratch, qui dit rajouter des groupes, dit faire gaffe que l'interface elle rende correctement par rapport au droit du groupe, faire gaffe qu'ils ne puissent vraiment pas accéder à certains contrôleurs, etc. Et ça peut poser des problèmes majeurs, énormément de modifications dans le code. Le premier point qu'on avait identifié, c'est que, ok, si on a des utilisateurs multiples, typiquement un gestionnaire de contenu, un gestionnaire d'utilisateurs, on doit pouvoir absolument bloquer les accès à toutes les méthodes du contrôleur qui gère les utilisateurs si le mec ne fait pas partie de ce rôle. Donc là aussi, on est en train de revenir sur la théorie du Domain Driven Design. Si dans mon edit action, dans mon contrôleur utilisateur, j'ai si cet utilisateur il n'est pas content manager, s'il te plaît, tu peux lui dire qu'il n'a pas le droit de venir. C'est cool. Mais vous devez le faire à la main. Partout.
systématiquement. C'est pas confortable pour le dev et c'est pas votre boulot. Tiens, j'ai pas de flûte, je pensais avoir des photos. Donc là, ça se fait aussi au même niveau que... Ça se fait aussi dans le fichier policy.yaml. Je vous ai montré avant l'application de la politique de sécurité sur une entité, sur un domaine object, mais vous pouvez aussi appliquer une politique de sécurité sur les méthodes de vos contrôleurs. Donc de la même manière, vous pouvez dire, allez, tous les edit actions, je veux que ce soit les gens du groupe edit manager qui puissent y accéder. Vous sauvez votre fichier YAML, à ce moment-là, il n'y a aucun lien, aucun appel à cette méthode qui est possible pour des personnes qui ne font pas partie de ce groupe. À ce moment-là, votre application, elle est sécurisée et elle respecte votre politique de sécurité. À ce moment-là, il ne vous reste plus qu'un boulot, c'est d'aller dans votre template et puis de rajouter quelques view helper fluides pour ne pas afficher le bouton éditer si je ne suis pas le bon utilisateur. Il n'est pas suffisamment intelligent et automatique pour réussir à faire ce genre de choses. Mais ce n'est pas la partie la plus stressante du boulot. Oublier un bouton edit à quelque part dans votre back-office, c'est pas grave. Le client, il va juste vous appeler pour vous dire « Ah, c'est étrange, quand j'écris sur edit, il y a tout qui pète. » Mais c'est normal, t'as pas le droit. Puis je enlève le bouton la semaine prochaine ou demain. C'est pas un risque pour votre application de laisser apparaître un bouton. Alors que moi, je sais pas, j'ai fait des interventions de consulting de sécurité sur des applis où s'il y avait le bouton, tu pouvais faire l'action. Parce que combien d'entre nous ont exhaustivement appliqué une politique de sécurité sur une application et pas oublié une fois sur une méthode de checker si le mec avait vraiment les bons droits avant de faire quelque chose. C'est hyper vite fait. Et c'est une brèche majeure quand même dans votre appli. Là aussi, Flow vous permet de vous concentrer sur ce qui donne de la valeur à votre projet, c'est-à-dire le business logic, et vous déchargez toute cette partie permission, contraintes, etc. Alors la visibilité des objets, la même chose. Au début, on avait notre petit champ caché. On était très content de notre champ caché. Tous les objets l'avaient. Le client nous fait ah mais écoutez, nous, on a des workflows en interne un petit peu pour savoir si les films sont bien édités, pourquoi ils sont dans cet état. Puis on aimerait avoir une liste un peu plus complète. Et là, ok. Ah, nouveau du SQL à modifier partout. Et maintenant, on passe de ça à ça. Donc j'ai juste modifié la deuxième ligne pour ajouter les statuts supplémentaires qui, pour moi, sont considérés comme des hidden objects et qui ne doivent pas apparaître pour le visiteur lambda sur le site. Donc ça m'a coûté une petite modification de template et une petite modification de configuration. Je pouvais déployer le lendemain. J'ai même pas besoin de refaire tourner mes tests unitaires, mais la série de tests unitaires et fonctionnels plus les tests BIAT prennent 3h30 à tourner. C'est long. C'est méchamment long. Ici, je m'en fous. Je n'ai pas modifié mon code. J'ai rien modifié du tout. J'ai modifié de la configuration de typo de Flow. Je fais confiance à Flow pour l'appliquer correctement. Je pousse en prod, ça a pris 5 minutes à fixer. Et c'était une nouvelle fonctionnalité qui a fait extrêmement plaisir à nos clients. Et voilà, ça c'est le point vraiment sur lequel on s'est vraiment gaufré avec Symfony. C'était devenu un cauchemar intégral de faire de la validation incursive, d'avoir des niveaux d'objets extrêmement profonds dans un formulaire et de pouvoir sauver ça de manière efficace. Je dois dire que sur cette partie-là, ils ont fait un boulot qui est complètement hallucinant. C'est d'une efficacité et d'une simplicité d'utilisation qui est déconcevante. Vous pouvez faire bouffer tout ce que vous voulez comme forme à vos méthodes pour mettre à jour vos objets. Il n'y a aucun souci. Une méthode dans un contrôleur qui est faite pour une update action qui va mettre à jour un film, c'est une méthode qui fait 2 lignes. Elle reçoit un objet, elle le passe au repository. C'est terminé. Toute la validation, toute la structuration de l'objet est faite complètement automatiquement, de manière complètement transparente. Et là, on a gagné un temps hallucinant sur la mise en place du back-end. Et nous, on a pu se concentrer sur l'expérience utilisateur, sur la position des champs, sur des challenges avec nos clients pour dire est-ce qu'on met ça là, est-ce qu'on aime ça comme ça. Et ça a été un excellent moment. J'en parlais peut-être cet après-midi, j'en ai parlé un petit peu hier durant le workshop XBase de la partie Validator. C'est des petites classes qui vous permettent de valider des propriétés.
C'est disponible dans Xbase, mais dans Xbase, on a la problématique que le validateur Xbase va être utilisé exclusivement si votre objet il est mis à jour via Xbase. Si vous allez via le backend de typo, vous mettez à jour votre objet, vous n'utilisez pas le validateur d'Xbase, vu que vous êtes sur TCE main, très très loin d'Xbase. Donc si vous voulez vraiment faire de la validation très stricte sur du typo 3 CMS, vous devez faire la validation Xbase, et puis vous devez faire des userfunc dans votre TCA pour appliquer la même validation. C'est un peu inconfortable, ça fait beaucoup de code à double, mais c'est la seule solution actuellement. Sur Flow, si vous avez un validateur qui est attaché à une propriété, dans tous les cas, systématiquement, à n'importe quel moment où il crée un objet, cette validation, elle sera passée. Donc vous arrivez sur une base de données qui est vachement plus saine. En plus, la base de données n'est plus... Typo 3 est une base de données CMS, où il y a zéro contrainte. Il n'y a jamais une vraie relation d'une table à l'autre. Sur Flow, toutes les tables ont des vraies contraintes. Nous, ça a été une... J'avais bossé sur quelques projets où il y a des DB avec de la contrainte, mais sans jamais être trop proche de la DB. Et là, ça a été un peu la découverte de dire « Ah putain, je peux pas faire ce truc, pourquoi ?» Ah non, parce qu'il a encore un truc rattaché. Bref, vous finissez... Je pense qu'on doit avoir des extensions du Typo 3 CMS où il y a un sacré bazar dans la DB. C'est hyper facile de supprimer l'enregistrement de base, mais pas les enregistrements qui sont liés. Et puis au final, d'avoir des orphelins un peu dans tous les sens. Là, dans Flow, c'est vachement plus strict et plus carré. Et l'autre point, je ne sais pas si j'aurai le temps d'en parler cet après-midi durant le workshop, c'est les property mappers. C'est aussi des petites classes totalement autonomes qui ont un seul et unique but, c'est de prendre une valeur en entrée et de la sortir dans un autre format. Flow est livré avec une trentaine de property mappers qui sont par exemple le datetime property mapper, qui va prendre un int d'un côté, qui va vous sortir un superbe objet datetime avec votre time zone et configuré nickel. Ça marche aussi pour si j'ai un tableau avec ce champ, je veux que ce soit ce property mapper qui le gère. Et puis qu'il me ressorte un domaine object ou quelque chose de plus orienté objet que mon application peut gérer. Ces property mappers, vous pouvez juste les placer dans un dossier et ils se battent eux-mêmes pour savoir à quel moment est-ce qu'ils doivent rentrer en jeu. Vous avez tout le temps une méthode qui s'appelle canProcess, dans laquelle vous pouvez implémenter la logique pour dire quand est-ce que toi, tu peux vraiment entrer en jeu dans mon application. Ça permet de surcharger des fonctionnements de base de Flow, et ça permet de faire des modifications typiquement, vous recevez des données brutes depuis un web service. Au lieu d'essayer, où vous recevez les données, de les reformer, vous faites un property mapper, Twitter property mapper. Vous bouffez du JSON d'un côté, et de l'autre côté, vous sortez un magnifique objet, feed, tweet, et vous pouvez le réutiliser n'importe où. N'importe où dans votre application, mais aussi n'importe où dans les futurs projets. Donc là aussi, on est dans quelque chose d'extrêmement découplé. Et je conseille, comme pour Xbase, pour toutes les agences, d'avoir votre package d'utilitaires dans lequel tous ces trucs un peu génériques, vous pouvez les poser là-dedans. Vous les retrouvez pour chaque projet. Théoriquement, à chaque nouveau projet, vous devez produire moins de code pour le même nombre de fonctionnalités. Parce que vous allez pouvoir petit à petit cumuler vos acquis sur les autres projets et les utiliser extrêmement facilement pour les projets futurs. C'est le même truc qu'on peut faire avec l'AOP. Il y a plein de petites méthodes qui vont encoder un peu cradingue partout. Ben là, on va pouvoir faire des trucs relativement propres qu'on va pouvoir réutiliser de projet en projet. Le client qui vous fait « Ah, on a un problème de performance entre cette méthode et cette méthode. » On fait quoi? On va mettre un timer dans le code? Non. On peut utiliser notre timer de notre classe utilitaire et juste dire à l'AOP « S'il te plaît, tu peux démarrer le timer là, et puis l'arrêter là, puis m'envoyer un mail quand ça dépasse cette valeur. » Et cette classe, vous pouvez la faire une fois. Et à chaque fois que le client a la même problématique, vous faites juste de la configuration pour dire à quel moment vous voulez qu'il s'exécute dans l'appli. Mais modifiez pas l'application pour mettre en production des outils qui sont des outils de debug. Parce que ça sert à rien de laisser ce petit timer tourner mille temps ou de casser des trucs. Très inspiré par Neos, on est tombé totalement amoureux d'Aloha Editor. Et ça, c'est juste une petite vidéo de comment ça fonctionne dans le back-end. Ça, c'est un texte aria tout bête où on n'a aucune possibilité, et ça, c'est Aloha. Et
Ouais, je suis un peu fâché avec les RTE, normalement. Je trouve qu'ils pondent du code pourri et qu'ils sont extrêmement compliqués à personnaliser et qui sont... C'est des bousins. Donc Aloha garde un de ses points. C'est un énorme bousin. C'est plus d'un méga de JavaScript si vous ne faites pas un custom build et que vous sélectionnez les plugins que vous voulez faire. Par contre, c'est d'une solidité et d'une efficacité qui est complètement incroyable. Vous pouvez copier-coller depuis Word, il sait tout nettoyer, à voir qu'est-ce qu'il faut qu'il reste. Vous pouvez créer des plugins pour augmenter la toolbar, vous pouvez personnaliser votre barre d'accueil. C'est juste un monstre bonheur et c'est rigolo parce que je pense que tous nos clients ont déjà utilisé un RTE et dès qu'ils utilisent Aloha, ils t'envoient tous un mail pour dire l'éditeur de texte il est vraiment trop bien. Alors que j'ai jamais eu un client qui m'a dit qu'un RTE c'était vraiment trop bien. Parce qu'il y a tous un moment ou un autre, ils ont essayé de créer un tableau dans le RTE de typo et qu'ils n'ont jamais réussi à retrouver la cellule truc ou qu'il y a des trucs un peu bizarres. Ouais, c'est un très bon outil qui est relativement facile à intégrer, qui est beaucoup plus compliqué si vous voulez développer des plugins dessus, mais par contre, de base, il a déjà tellement de fonctionnalités que je pense que dans 90% des cas, on a besoin de zéro plugin. Donc c'est un bon outil, c'est utilisable dans n'importe quel projet, c'est que du JS. Tout ce qu'il faut, c'est un back-end, nous on a un back-end, un petit web service en fait qui reçoit les contenus modifiés. Autre point intéressant de la période de bêta, on avait, vu que c'est une application hébergée, automatiquement on va forcer un certain vocabulaire. On a une terminologie qui est utilisée dans l'interface publique du site. Mes nouveautés, notre catalogue, les dernières collections, suivez-nous, plein de mots comme ça, qui sont utilisés à gauche à droite et qui font partie du templating. Faire des templates particulières pour chaque client, juste pour modifier 4 termes, c'est un peu overkill. Pendant la phase de bêta, il faut absolument qu'on puisse éditer ces termes. Fait, Si je fais des templates particulières pour un client, ça veut dire qu'à chaque fois que j'implémente une nouvelle fonctionnalité, je dois être certain que cette nouvelle fonctionnalité fonctionne aussi dans le thème de mon client. Dans le thème officiel, plus dans le thème du client. Si je dois le faire juste parce que les mecs ils ont décidé que ça s'appelait pas nouveauté, mais dans leurs actualités, je vais vite péter un plomb. Donc il fallait trouver une solution intermédiaire. On a fait un wrapper au-dessus du parseur de langue, et ça donne ça. Donc le client reste complètement dans le contexte de l'application front, il sait exactement où est utilisée la chaîne, vu qu'il l'édite in place. Et puis c'est bon. C'est fini. Et c'est juste un tout petit surchargement du View Helper Translate, qui, s'il n'y a pas de chaîne personnalisée, ben, il va me récupérer mes traductions officielles. Si le client l'édite, ça sauve une arborescence, un tableau sérialisé dans ses préférences, et ça surcharge juste là-dessus. C'est super light au niveau du code, et la plupart des clients me disent juste ouais, c'est super cool. Au début, j'avais pensé faire un module back-end qui listait tous les termes. Vous n'avez aucune idée quel terme est utilisé où, c'est super dur de donner du contexte. Et là, ben voilà, ça c'est Aloha aussi. Hyper limité parce qu'on n'a pas besoin de toolbar, on n'a pas besoin de faire du gras ou on édite juste des strings. C'est un super moyen d'utiliser Aloha pour faciliter la vie de nos clients. Ça, c'était aussi, je trouve, une intégration qui a été assez intéressante et assez appréciée. Le système envoyait énormément de mails, de notifications, d'ouverture de compte, de fermeture de compte, d'invalidité de compte, de perte de mot de passe, etc. Plein de choses. Les clients vont faire ouais, mais moi j'aimerais bien mettre la documentation de la truc, des liens vers notre site. Je fais ok. Vous voulez complètement personnaliser là, les templating de mail. Et ben on va aussi bosser avec Aloha pour proposer quelque chose de simple à utiliser et de visuellement assez efficace. Donc là, c'est du Aloha sur chaque zone. C'est le premier titre du mail qui devient le sujet du mail. Et les petits markups qu'on voit en dessous, les message names, ils sont documentés en bas de page. Futurement, quand on aura un peu plus de temps, on sera certainement un plugin pour Aloha pour pouvoir les insérer. Et on a utilisé un parsing de fluide qui se fait en 2 fois.
D'ailleurs, la première fois, il me permet d'intégrer les images, il me permet d'intégrer le footer. C'est un premier rendu fluide, mais j'ai mes petits marqueurs pour insérer les noms d'utilisateurs, le nom du message, le sujet. Et lors de l'envoi, je remplace juste mes étoiles, barres verticales par des crochets. Et je repasse le même fichier à fluide qui finit de remplir les données qui doivent être dynamiques dessus. Donc aussi, c'est une jolie fonctionnalité qui a été très appréciée et qui, au final, derrière, représente relativement peu de code. Parce que là aussi, on se base quasiment que sur des fonctionnalités qui sont dispo dans Flow ou dans Fluid. Alors, les appels de services externes, on a pas mal de web services qui sont soit des services à nous, soit des services de compagnies externes pour récupérer des informations. Ça peut être, on a fait une intégration de TMDB, qui est un équivalent d'IMDB open source, pour remplir automatiquement des fiches de films, ou pour que le client puisse contribuer sur TMDB avec des fiches de films s'il a envie. Et là, on s'est dit, ok, qu'est-ce qu'on fait? On implémente un client RESTful nous-mêmes. Finalement, j'ai un peu googlé. Je suis tombé sur un projet qui s'appelle Gazelle, qui est un super client REST, un client HTTP, que je vous conseille si vous ne le connaissez pas. Et on a utilisé Composer pour l'installer. Donc Composer, il suffit juste de rajouter une ligne de code dans votre fichier composer.json, de faire un Composer update et il vous rapatrie un nouveau fichier. Un nouveau package. Ce package, ça peut être un package officiel de typo, ça peut être par exemple typo 3 flow, ou typo 3 fluid, ou typo 3 surf. Ça peut être vos packages à vous, mais ça peut aussi être n'importe quel package compatible avec Composer et PSR1 de PHP. Donc c'est pas 100% des packages Composer, mais c'est 98%. Ça fait que si vous voulez installer un Symfony Component, le browser Symfony, le DOM browser, des choses comme ça, vous pouvez le faire. Ça s'intègre, c'est autoloadé, c'est dispo dans votre application. Donc vous pouvez profiter d'une base de code. Oui, il n'y a pas des millions d'extensions aujourd'hui sur Flow, parce qu'il est encore jeune ce framework. Mais il y a des millions d'extensions Composer. Donc mangez-en, il y a plein de trucs que vous pouvez utiliser. Et si vous avez des devs dans votre société qui font du Symfony, eh ben, il y a des composants Symfony qui peuvent être partagés avec vos applications Flow. Donc vous pouvez aussi collaborer avec votre centre de compétences Symfony pour faire des packages qui vont pouvoir être fédérés sur les deux technos. Je pense que pour les agences, c'est un super point. Là, je vais pas faire trop longtemps, parce que je pense que j'ai déjà largement bouffé mon temps. C'est bon, parfait. C'est bon? Ouais. Là, c'est juste un dernier, je crois, à peu près le dernier point. On commence à essayer de faire du BDD, du vrai BDD. Pour l'instant, on fait des tests d'acceptance, mais on les écrit assez souvent après le développement, même si c'est super mal. On va essayer de les écrire avant. C'est-à-dire que de spécifier notre appli sous ce format-là. Bon, ils sont rédigés en anglais les miens, mais vous pouvez les rédiger en français. On a actuellement 308 ans de tests, c'est pareil dans 60 scénarios, ça tourne sur 3 heures si on veut le faire tourner dans toutes les variantes. Mais ça sauve, moi, je sais pas, une journée et demie à cliquer dans mon browser, en espérant que j'oublie rien. Et quand ça tourne, ça vous fait des sorties dans ce style-là. Donc c'est extrêmement lent, mais vous pouvez balancer ça pendant la pause café, ou plutôt pendant la pause de midi, parce que des fois la pause café, ça fait tourner que les premiers tests. Et ça, c'est le résultat des tests en live. Derrière, c'est PhantomJS, qui est un browser sans fenêtre, mais vous pouvez aussi utiliser Firefox, Internet Explorer ou Chrome. Et quand vous faites ça, vous avez Chrome qui s'ouvre, et vous voyez vos petits trucs qui bougent, et ce qui se passe, et où ça pète, et à quel moment, qu'est-ce qui se passe. Nous, on a décidé de le faire en headless parce qu'on le fait aussi tourner sur notre Jenkins et que malheureusement Chrome ne tourne pas sur mon serveur Linux qui n'a pas ni d'écran ni de Xon installé dessus. Donc on bosse avec PhantomJS et on a implémenté une petite fonctionnalité que je peux partager avec ceux qui sont intéressés sans problème. Si le test fait une erreur, on prend une capture d'écran de ce qu'il y a dans PhantomJS à ce moment-là, on la sauvegarde dans un dossier. Et on a des noms on reprend en fait la hiérarchie, le nom de la fonctionnalité, le nom du scénario et la série de screenshots pour avoir le message d'erreur et tout.
c'est génial, ça teste JavaScript, ça peut tester du WebGL, ça peut tester du Canvas, ça peut tester tout ce que vous voulez. Et c'est quand même sympa comme format. Voilà, donc ouais, c'est cool, Flo. C'est franchement cool. Donc faites-en, essayez d'en faire. Prenez un peu le temps de mettre un peu les mains dedans. Pour ceux qui n'ont encore jamais fait d'XBase, faites de l'XBase en premier. C'est tout ça de gagner pour faire du Flow après. Et ouais, si vous avez besoin de coups de main et tout, n'hésitez pas à aller sur les canals n'hésitez pas. On commence à être un petit groupe de formateurs entre Christian, Robert, qui font aussi de la formation, commencent à préparer les formations Neos. Moi qui pour l'instant me concentre que sur Flow parce que j'ai 2 mains et puis qu'un seul cerveau, contrairement aux 2 personnes précitées. Voilà, donc si vous avez besoin de coups de main, de questions, je suis là et je prends. Voilà, merci beaucoup. Et si vous voulez tweeter, nous suivre, la plupart, pour ceux qui ont récupéré les packages depuis mon GitHub perso, ces packages sont tous en train de se déplacer vers le GitHub de l'agence. Donc c'est pas parce que je fais le gros vilain et que je fais disparaître du code, c'est juste un transfert sur le compte Titri Agency. Donc merci pour l'organisation, merci pour l'accueil et merci beaucoup Dominique, tu apportes beaucoup à cette uni depuis que tu viens depuis l'année dernière. C'est toujours un plaisir de suivre tes conférences et puis j'espère que les gens vont profiter de l'opportunité aussi pour venir te parler pendant la pause café par exemple, qui pourrait bien soit en train de vous attendre là, donc je vous invite à vous rendre à la pause café. Et puis ensuite, nous allons installer la conf sur Varnish.